Dans les rues animées de Paris, où les klaxons des voitures se mêlent aux conversations des passants, Zinedine Zidane, l'icône du football français, marche avec une simplicité désarmante. Vêtu d'un simple t-shirt gris, d'un jeune délavé et de baskets usées, il se fond dans la foule, loin de l'aura de gloire qui l'entoure habituellement. À 40 ans passés, l'ancien maestro du ballon rond a troqué les projecteurs des stades pour une vie plus discrète, celle d'un père de famille qui savoure les plaisirs ordinaires. Ce jour-là, il pousse la porte vitrée d'une petite épicerie de quartier dans le 11e arrondissement, un lieu où les odeurs de pain frais et de fruits mûrs emplissent l'air. Son panier à la main, il parcourt les allées étroites, choisissant avec soin des tomates juteuses et un paquet de pâtes pour le dîner. Personne ne semble le reconnaître, ou du moins, personne n'ose l'aborder. Pour les clients pressés et le caissier distrait, il n'est qu'un homme parmi d'autres, un Parisien lambda venu faire ses courses. Pourtant, sous cette apparence modeste, se cache une légende, un homme qui a porté les Bleus à la victoire en 1998, un symbole d'espoir pour des millions de Français et surtout, un fils d'immigrés algériens ayant défié les préjugés pour atteindre les sommets. Zidane apprécie ces moments de calme où il peut être lui-même, loin des caméras et des attentes. Mais cette quiétude fragile est sur le point de voler en éclats. Alors qu'il s'arrête devant un rayon de conserve, un bruit sec résonne à l'autre bout de l'allée. Un présentoir de boîtes de thon et de paquets de chips s'effondre dans un fracas métallique, attirant les regards curieux. Au centre de la pagaille se tient un homme en uniforme de policier, grand, large d'épaules, avec une expression d'agacement mal dissimulée. Jacques Dubois, c'est son nom, un agent connu dans le quartier pour son tempérament brusque et ses remarques souvent déplacées. Il jette un coup d'œil dédaigneux à la marchandise éparpillée à ses pieds, puis, sans un mot, tourne les talons pour continuer son chemin, comme si l'incident n'était qu'une broutille indigne de son attention. Les clients autour échangent des regards. Certains haussent les épaules, habitués à ce genre de comportement, mais Zidane, lui, s'immobilise. Ses yeux sombres, habitués à lire les mouvements d'un adversaire sur le terrain, captent chaque détail. L'arrogance dans la démarche de Jacques, le mépris dans son regard, l'absence totale de remords. Quelque chose en lui se crispe, un mélange de déception et d'indignation. Il a grandi dans les quartiers populaires de Marseille, où le respect et la responsabilité étaient des valeurs cardinales, forgées dans les rues poussiéreuses et les matchs improvisés. Laisser un tel désordre derrière soi, surtout en portant un uniforme censé incarner l'autorité, lui semble inconcevable. D'un pas mesuré, il s'avance vers l'allée encombrée, sa voix grave mais posée brisant le silence. « Monsieur, vous avez fait tomber des produits. Peut-être devriez-vous les ramasser, par respect pour les autres clients et le personnel. » Les mots sont simples, dénués d'agressivité, mais ils portent en eux une autorité naturelle, celle d'un homme habitué à commander le respect sans élever la voix. Jacques s'arrête net, comme piqué au vif. Il se retourne lentement, toisant Zidane de haut en bas, un sourire narquois se dessinant sur son visage. « Et toi, tu es qui pour me donner des ordres ?» rétorque-t-il, son ton chargé de dédain. Il plisse les yeux, scrutant Zidane plus attentivement, et un éclair de reconnaissance passe dans son regard. « Attends une seconde, Zidane, le footballeur ?» Le sourire de Jacques s'élargit, mais il n'a rien d'amical. Eh bien, même les stars devraient apprendre à se mêler de leurs affaires. La provocation est claire, mais ce qui suit est pire. Jacques baisse la voix, adoptant un ton venimeux. « Retourne dans ton pays, sale arabe. Ici, c'est moi qui fais la loi. » Les mots claquent comme un coup de fouet, faisant sursauter plusieurs clients à proximité. Une femme âgée, tenant un panier de légumes, se fige, choquée. Un adolescent, écouteur autour du cou, sort son téléphone, prêt à filmer. L'atmosphère de l'épicerie, jusque-là banale, se charge d'une tension palpable. Zidane sent une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de colère et de souvenirs douloureux. Il revoit les insultes racistes lancées dans les stades, les regards méfiants dans les rues de son enfance, les obstacles qu'il a dû surmonter pour prouver sa valeur. Mais il a appris, au fil des années, à canaliser cette rage. Sur le terrain, il était connu pour son sang-froid, sa capacité à garder la tête haute face aux provocations. Aujourd'hui, face à cet homme en uniforme, il choisit la même voie. « Monsieur, reprend-il, sa voix toujours calme, mais plus ferme. En tant que policier, vous avez un devoir envers cette communauté.
Laisser ce désordre et insulter les gens ne fait pas partie de votre rôle. Vous représentez la loi, alors montrez l'exemple. Chaque mot est pesé, délivré avec une précision chirurgicale. Jacques, loin d'être impressionné, éclate d'un rire sec, un son qui résonne dans l'allée. L'exemple ? Ricane-t-il. Écoute mon gars, je n'ai pas de leçon à recevoir d'un type comme toi. Il fait un pas en avant, sa main droite glissant vers l'étui de son arme, un geste à la fois menaçant et calculé. Puis, dans un mouvement brusque, il dégaine son pistolet, le pointant directement sur Zidane. Un hoquet collectif échappe au client. Une mère tire son enfant derrière un rayon, tandis que le caissier, pétrifié, laisse tomber un paquet de cigarettes. Zidane, lui, ne cille pas. Ses yeux restent rivés sur ceux de Jacques, comme s'il lisait un adversaire avant un pénalty décisif. Il sait que la moindre erreur, le moindre signe de faiblesse pourrait aggraver la situation. Pourtant, il sent aussi le poids des regards autour de lui, ceux des clients, des jeunes, des personnes âgées, tout témoins de cette injustice. Il pense à ses fils, à l'exemple qu'il veut leur donner, à la France qu'il a toujours aimée malgré ses défauts. « Rangez cette arme », dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Vous savez que vous faites une erreur. » Jacques, au lieu d'obtempérer, resserre sa prise sur la crosse, son sourire se tordant en une grimace. « Une erreur ?» répète-t-il, sarcastique. « Tu crois que parce que t'as gagné une Coupe du Monde, t'es intouchable ? Ici, c'est moi qui décide. » La menace est claire, mais Zidane ne recule pas. Il sent la colère pulser dans ses veines, mais il la maîtrise, comme il l'a toujours fait. Il pense à sa mère, Malika, qui lui a appris à ne jamais baisser la tête face à l'injustice. Il pense à son père, Smaïl, qui a traversé la mer pour offrir une vie meilleure à sa famille. Cette arme pointée sur lui n'est pas seulement une menace personnelle. Elle représente tout ce contre quoi il s'est battu, tout ce qu'il a voulu changer en devenant un symbole pour les jeunes issus de l'immigration. Autour de lui, l'épicerie semble suspendue dans le temps. Les clients retiennent leur souffle, certains murmurent, d'autres filment en silence. Une jeune femme, portant un hijab, serre son sac contre elle, les larmes aux yeux, touchée par la dignité de Zidane face à l'humiliation. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume froissé, secoue la tête, indigné par l'attitude du policier. Zidane, au centre de cette tempête, reste droit, ses épaules carrées, son regard inébranlable. Il sait que ce moment est plus grand que lui, qu'il ne s'agit pas seulement d'un incident isolé, mais d'un combat pour la justice, pour le respect, pour une France meilleure. « Vous pouvez me menacer, dit-il enfin, chaque mot résonnant comme un défi, mais vous ne pouvez pas me faire taire. Ce que vous faites là, vous le faites devant tout le monde, et tout le monde verra qui vous êtes vraiment. » Ces paroles prononcées avec une assurance tranquille font vaciller Jacques pour la première fois. Son sourire s'efface, remplacé par une lueur d'incertitude. Il jette un regard autour de lui, remarquant les téléphones pointés sur lui, les visages hostiles, l'atmosphère qui bascule. Mais il est trop tard pour reculer. La porte de l'épicerie s'ouvre à la volée et le son d'une sirène, au loin, annonce l'arrivée imminente de renforts. Zidane, toujours immobile, sait que ce n'est que le début. Ce qui a commencé comme une simple remarque sur un présentoir renversé est sur le point de devenir une affaire qui secouera Paris et peut être au-delà. Il n'a pas cherché ce combat, mais il est prêt à le mener avec la même détermination qu'il mettait dans chaque match, chaque passe, chaque but. L'épicerie, désormais figée dans une tension presque palpable, semblait un théâtre où chaque regard, chaque souffle jouait un rôle. Zinedine Zidane, au centre de cette scène improvisée, faisait face à Jacques Dubois. Le policier dont le pistolet, toujours pointé sur lui, tremblait légèrement sous l'effet de la colère, peut être d'une nervosité croissante. Les mots racistes de Jacques, lancés comme des flèches empoisonnées, résonnaient encore dans l'air, mais Zidane, avec la maîtrise d'un homme ayant affronté des stades hostiles et des adversaires redoutables, refusait de céder à la provocation. Ses yeux, d'un brun profond, ne quittaient pas ceux de Jacques, non pas dans un défi aveugle, mais avec une intensité qui semblait percer l'âme de son adversaire. Autour d'eux, la foule des clients, d'abord silencieuse, commençait à s'agiter. Les murmures s'amplifiaient, les téléphones brandis capturaient chaque seconde de cet affrontement, et une énergie nouvelle, presque électrique, parcourait l'espace exigu de l'allée. Jacques, sentant le poids de ses regards, durcit son expression, mais sa voix, lorsqu'il parla, trahissait une pointe d'incertitude. « Tu crois que t'impressionnes qui, Zidane ?
cracha-t-il, son ton chargé de mépris. « T'es peu, être une star pour eux, mais pour moi, t'es rien. » Rien qu'un... Il s'interrompit, cherchant un mot encore plus blessant, mais Zidane ne lui laissa pas le temps de poursuivre. « Ce que je suis, coupa-t-il, sa voix basse mais d'une clarté tranchante, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Vous portez un uniforme, vous avez une responsabilité. Menacer un citoyen, insulter quelqu'un à cause de ses origines, c'est une trahison de ce que vous êtes censé défendre. » Les mots, prononcés sans hausser le ton, portaient une force qui fit reculer Jacques d'un demi-pas, comme si leur poids physique l'avait heurté. Zidane, en cet instant, n'était plus seulement l'homme aux courses banales. Il incarnait une autorité morale, celle d'un homme qui avait transformé les insultes en triomphe, les doutes en victoire. Dans son esprit, des images fugaces défilaient, les rues de la Castellane à Marseille, où les gamins jouaient au foot sur des terrains de fortune, les regards méfiants des recruteurs qui voyaient en lui un arabe avant un talent, les cris de la foule en 1998 scandant son nom comme un hymne national. Ces souvenirs, loin de l'affaiblir, lui donnaient une ancre, une raison de rester debout face à cette injustice. La foule, jusque-là spectatrice, commença à se transformer en actrice. Une jeune femme, à peine la vingtaine, portant un hijab coloré et un sac à dos usé, s'avança d'un pas hésitant. Ses mains tremblaient, mais sa voix, lorsqu'elle parla, était ferme. « Vous n'avez pas honte ?» lança-t-elle à Jacques. « Menacer quelqu'un comme lui, quelqu'un qui a fait plus pour ce pays que vous ne le ferez jamais ?» Ces mots, simples mais crus, firent l'effet d'une étincelle. Un homme plus âgé, en veste de cuir, renchérit. « Rangez cette arme, vous faites honte à l'uniforme !» Un adolescent, casquette à l'envers, filmait toujours, mais il ajouta d'une voix forte « Tout le monde voit ça, mec. T'es fini. » Jacques, acculé, tourna la tête, cherchant un allié dans la foule, mais il ne trouva que des visages hostiles ou, pire, indifférents. Zidane, observant cette vague de soutien, sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Il n'avait pas prévu de devenir le catalyseur d'une telle réaction, mais il comprenait, instinctivement, que ce moment dépassait sa propre personne. Il s'agissait de tous ceux qui, comme lui, avaient été rabaissés, marginalisés, jugés sur leur apparence ou leurs origines. Il pensa à ses fils, à leurs amis, à cette nouvelle génération qui grandissait dans une France encore marquée par les fractures. « Écoutez, dit-il, s'adressant autant à Jacques qu'à la foule, ce n'est pas une question de moi contre vous. C'est une question de respect, de justice. Si vous ne pouvez pas respecter les gens autour de vous, comment pouvez-vous protéger cette ville ?» Ces paroles, prononcées avec une sincérité brute, touchèrent un nerf. Une femme d'âge mûr, tenant un panier rempli de légumes, hocha la tête, les larmes aux yeux. Un employé de l'épicerie, un jeune homme à la peau sombre, s'approcha timidement, ramassant une boîte de conserve renversée, comme pour appuyer le propos de Zidane. Jacques, désormais cerné par les regards et les voix, resserra sa prise sur son arme, mais son assurance vacillait. « Vous savez pas de quoi vous parlez ?» bégaya-t-il, sa voix moins convaincue. « Je fais mon boulot, c'est tout. » Zidane secoua la tête, un geste presque imperceptible mais lourd de sens. « Votre boulot, c'est de servir, pas de menacer. » À cet instant, la jeune femme au hijab, galvanisée par l'attitude de Zidane, fit un pas de plus. « Mon frère, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Il a été arrêté l'année dernière, juste parce qu'il était au mauvais endroit. Vous, les flics, vous nous traitez comme des moins que rien, mais là, vous vous trompez de cible. Lui, c'est Zidane, et nous, on est tous avec lui. » Ces mots, prononcés avec une passion brute, firent basculer l'ambiance. La foule, jusque-là divisée entre peur et indignation, se resserra, formant un cercle invisible autour de Zidane. Jacques, pour la première fois, sembla réaliser l'ampleur de son erreur. Son regard passa de Zidane à la jeune femme, puis à l'adolescent qui filmait, et enfin à l'employé qui continuait de ramasser les boîtes renversées. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Zidane, sentant le vent tourner, décida de pousser son avantage, non par orgueil, mais par nécessité. Il sortit son téléphone de sa poche, lentement, sans jamais quitter Jacques des yeux. « Je vais appeler votre supérieur, » annonça-t-il, son ton neutre mais implacable. « Ce que vous faites ici, ça ne restera pas sans suite. » Jacques éclata d'un rire nerveux, mais il sonnait faux.
Tu crois que t'as du pouvoir parce que t'es célèbre, lança-t-il, tentant de reprendre le contrôle. Les gens comme toi, ça va, ça vient. Moi, je suis la loi. Zidane, impassible, composa un numéro, ignorant la bravade. Allô, dit-il lorsque la ligne fut établie. Ici, Zinedine Zidane. Je suis dans une épicerie du 11e arrondissement et un de vos agents menace des civils avec son arme. Il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Venez vite. La simplicité de cet appel, combinée à l'autorité naturelle de Zidane, fit l'effet d'un coup de tonnerre. Jacques blêmit, son arme s'abaissant légèrement, comme si le poids de la réalité s'abattait sur lui. La foule, enhardie, se mit à murmurer plus fort, certains criant des encouragements à Zidane, d'autres invectivant Jacques. La jeune femme au hijab, désormais au bord des larmes, s'approcha de Zidane et murmura « Merci, merci de ne pas vous taire ». Zidane lui adressa un regard bref, un hochement de tête discret, mais dans ce geste, il y avait une reconnaissance mutuelle, celle de deux personnes ayant connu les mêmes combats, les mêmes blessures. À cet instant, les premières sirènes retentirent au loin, signalant l'arrivée imminente des renforts. Jacques, désormais acculé, rangea son arme à contre-cœur, mais son regard restait chargé de défi. « Ça change rien », marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour Zidane. « Vous verrez, ça change rien ». Mais Zidane, immobile, savait que tout avait déjà changé. Ce qui avait commencé comme un incident isolé était devenu un moment de communion, une révolte silencieuse contre l'injustice. Il pensa à ses années comme entraîneur, à la manière dont il motivait ses joueurs avant un match crucial. Aujourd'hui, il ne dirigeait pas une équipe, mais une communauté, unie par un désir commun de dignité. Les téléphones continuaient de filmer, les voix s'élevaient, et au milieu de ce chaos organisé, Zidane restait le point fixe, l'homme qui, sans un cri, sans un geste superflu, avait rallumé une flamme. Les portes de l'épicerie s'ouvrirent, laissant entrer un courant d'air frais et le bruit des sirènes, de plus en plus proches. Ce qui allait suivre, Zidane le savait, ne dépendrait pas seulement de lui, mais de tous ceux qui, ce jour-là, avaient choisi de ne pas détourner le regard. Les sirènes, désormais assourdissantes, envahissaient les rues du 11e arrondissement, transformant l'épicerie en un épicentre d'attention. Les portes vitrées s'ouvrirent avec fracas, laissant entrer un groupe de policiers en uniforme, suivi de près par un homme en costume sombre, dont l'allure imposante imposa immédiatement le silence. C'était Marc Lefebvre, un haut responsable de la préfecture de police de Paris, connu pour son intransigeance face aux écarts de conduite de ses agents. Son visage, marqué par des années de décisions difficiles, scrutait la scène avec une gravité qui contrastait avec le chaos ambiant. À ses côtés, un officier plus jeune, tenant une tablette, prenait des notes rapides, tandis que les clients de l'épicerie, encore sous le choc, s'écartaient pour laisser passer les nouveaux arrivants. Zinedine Zidane, toujours au centre de l'allée, n'avait pas bougé, son regard fixé sur Jacques Dubois, dont l'arrogance s'effritait à vue d'œil. L'arme de Jacques, bien que rengainée, semblait peser lourd dans son étui, comme un symbole de son erreur monumentale. La foule, désormais plus audacieuse, continuait de filmer, certains murmurant des commentaires indignés, d'autres échangeant des regards complices, galvanisés par la tournure des événements. Marc Lefebvre s'avança, ses yeux passant de Zidane à Jacques, puis à la pagaille des boîtes renversées qui jonchaient encore le sol. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix grave coupant à travers le brouhaha. Jacques, saisissant l'opportunité de reprendre le contrôle, redressa les épaules et tenta de parler en premier. « Monsieur, c'est un malentendu, » commença-t-il, son ton faussement assuré. « Cet homme, il m'a provoqué. Il a perturbé l'ordre public. J'ai dû intervenir pour calmer la situation, mais ces mots sonnaient creux, et un ricanement étouffé s'éleva de la foule. Zidane, sans laisser à Jacques le temps de tisser davantage son récit, prit la parole, sa voix claire et mesurée. « Monsieur Lefebvre, je suis Zinedine Zidane. » Cet agent, dit-il en désignant Jacques d'un regard calme, a non seulement refusé de ramasser les produits qu'il a fait tomber, mais il m'a insulté avec des propos racistes et a pointé son arme sur moi, devant tous ses témoins. Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer l'atmosphère. Ce n'est pas seulement une faute personnelle, c'est une atteinte à ce que votre institution représente.
La précision de son discours, alliée à sa réputation irréprochable, fit vaciller l'assurance de Jacques. Lefebvre, les sourcils froncés, se tourna vers un jeune homme dans la foule qui s'avança timidement, son téléphone à la main. « J'ai tout filmé, dit-il, la voix tremblante mais déterminée. Regardez, c'est là. » Il tendit l'appareil et Lefebvre, après un bref hochement de tête, visionna la vidéo. Les images étaient accablantes. Jacques, hurlant des insultes, pointant son arme sur Zidane, tandis que ce dernier restait immobile, digne, répondant avec une retenue presque surnaturelle. Les murmures de la foule s'intensifièrent et Lefebvre, le visage durci, rendit le téléphone. « Autre chose ?» demanda-t-il, son ton glacial. Une femme, celle qui avait défendu Zidane plus tôt, s'avança, son hijab encadrant un visage résolu. « Il a dit des choses horribles, pas juste à lui, mais sur nous tous, les gens comme nous, déclara-t-elle, sa voix vibrant d'émotion. Mon frère a été brutalisé par des flics comme lui. Ça doit s'arrêter. » D'autres voix s'élevèrent, racontant des anecdotes similaires, des rencontres avec l'arrogance ou la violence de Jacques dans le quartier. Lefebvre, écoutant chaque témoignage, semblait peser chaque mot, conscient que l'incident dépassait largement les murs de cette épicerie. Zidane, observant la scène, sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Il n'avait jamais cherché à être un porte-étendard, mais il comprenait que son statut, son histoire, lui donnait une voix que peu possédaient. Il pensa aux jeunes qu'il croisait dans les banlieues, à leurs rêves brisés par les injustices, à leur colère étouffée par la peur. « Monsieur Lefebvre, reprit-il, attirant tous les regards, je ne veux pas que cet homme soit simplement puni pour ce qu'il m'a fait. Je veux que vous regardiez ce qui permet à des agents comme lui d'agir ainsi. Ce n'est pas juste un problème d'individu, c'est un problème de système. » Ces mots, prononcés avec une gravité presque prophétique, firent taire la foule. Lefebvre, visiblement touché, hocha la tête, ses yeux s'attardant sur Zidane avec un respect évident. « Vous avez raison, » admit-il, sa voix plus douce, « et je vous assure que cela sera traité avec la plus grande rigueur. » Il se tourna vers Jacques, dont le visage désormais blême trahissait une panique croissante. « Agent Dubois, remettez votre arme et votre insigne. » Immédiatement. Jacques, abasourdi, tenta de protester. « Mais, monsieur, c'était juste... » Lefebvre l'interrompit d'un geste sec. « Assez. Vous avez déshonoré votre fonction. » Deux officiers s'approchèrent, et Jacques, sous les regards accusateurs de la foule, défit son étui et son insigne avec des mains tremblantes, les tendant comme s'il brûlait. Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le clic des menottes que l'un des officiers passa au poignet de Jacques. La foule, jusque-là contenue, éclata en applaudissements, non pas de joie, mais de soulagement, comme si une justice longtemps attendue venait de s'accomplir. Zidane, immobile, observa Jacques être escorté vers la sortie, son arrogance remplacée par une honte visible. Mais pour Zidane, ce n'était pas une victoire personnelle. Il pensa à sa famille, à ses parents qui avaient fui l'Algérie pour offrir une vie meilleure, à tous ceux qui, comme lui, avaient dû prouver leur valeur dans un monde prompt à les juger. Lefebvre s'approcha de lui, sa main tendue. « Monsieur Zidane, dit-il, je vous présente mes excuses au nom de la préfecture. Ce qui s'est passé est inacceptable et je m'engage à ce que justice soit faite. » Zidane serra sa main, son regard ferme, mais sans triomphalisme. « Merci, répondit-il simplement. Mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui subissent ce genre de traitement, tous les jours, sans que personne ne les écoute. » Lefebvre acquiesça, visiblement impressionné par la sagesse de l'homme qu'il avait autrefois admiré sur les terrains. Alors que les officiers quittaient l'épicerie, emmenant Jacques, la foule se rapprocha de Zidane. La jeune femme au hijab, les yeux brillants, lui serra la main. « Vous avez parlé pour nous tous, murmura-t-elle. » Un vieil homme, appuyé sur une canne, ajouta « Vous nous avez redonné espoir, mon garçon. » Zidane, gêné par ces éloges, esquissa un sourire discret. Il n'avait jamais aimé les projecteurs, même à l'apogée de sa carrière. Mais il savait que ce moment, capturé par des dizaines de téléphones, allait au-delà de cette épicerie. Déjà, les réseaux sociaux s'enflammaient, les vidéos de l'incident devenant virales, accompagnées de hashtags comme « Zidane contre Injustice ». Les médias, alertés, commençaient à affluer vers le quartier.
leur camionnette se garant à la hâte. Zidane, sentant l'agitation croissante, ramassa son panier, décidé à rentrer chez lui. Mais avant de partir, il se tourna vers la foule. « Ce qu'on a fait aujourd'hui, dit-il, sa voix portant une conviction tranquille, ce n'est pas juste pour moi. C'est pour changer les choses. Ne laissez pas ça s'arrêter ici. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent comme un appel. Alors qu'il quittait l'épicerie, la lumière du soleil couchant baignant les rues de Paris, Zidane savait que ce n'était que le début. L'incident, loin d'être un simple accrochage, avait allumé une mèche, et la flamme qu'il avait contribué à faire naître allait bientôt éclairer des vérités longtemps ignorées. Alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant les toits d'une lueur orangée, Zinedine Zidane s'éloignait de l'épicerie, son panier de courses toujours à la main, mais son esprit bien loin des tomates et des pâtes qu'il avait choisies. Les échos des sirènes s'estompaient, remplacés par le bourdonnement des conversations animées et le crépitement des flashs des journalistes qui s'étaient massés devant le magasin. Les vidéos de l'incident, désormais partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, avaient transformé un moment de tension en un symbole, un cri de ralliement contre l'injustice. Pourtant, Zidane, marchant d'un pas mesuré dans les rues familières du 11e arrondissement, ne ressentait ni triomphe ni orgueil. Il ressentait une responsabilité nouvelle, plus lourde que celle qu'il avait portée sur les terrains de football ou dans les vestiaires du Real Madrid. Il savait que ce qu'il avait déclenché ne s'arrêterait pas avec l'arrestation de Jacques Dubois. C'était le début d'un mouvement et il devrait choisir comment y prendre part. Rentré chez lui, dans son appartement lumineux où les rires de ses fils résonnaient, il posa ses courses sur la table et s'assit, pensif. Sa femme, Véronique, remarqua son silence inhabituel. « Ça va, Zizou ?» demanda-t-elle, posant une main sur son épaule. Il esquissa un sourire, mais ses yeux trahissaient une gravité rare. « Oui, ça va, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, ça me fait réfléchir. » Il lui raconta tout. L'insulte, l'arme, la foule, l'arrivée de Lefebvre. Elle l'écouta, hochant la tête, habituée à la force tranquille de son mari, mais consciente que cette fois, quelque chose de plus grand était en jeu. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» dit-elle doucement. « Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Cette question, simple en apparence, resta suspendue dans son esprit comme un défi. Le lendemain, Paris s'éveilla sous une tempête médiatique. Les journaux, de Le Monde à l'Équipe, titraient sur l'incident, louant Zidane comme un héros de la justice. Les plateaux télévisés invitaient des sociologues, des politiciens et des militants pour débattre de la discrimination dans la police. Les réseaux sociaux, eux, étaient un tourbillon d'opinions. Certains saluaient le courage de Zidane, d'autres, plus cyniques, accusaient l'affaire d'être exagérée. Mais ce qui frappa Zidane lorsqu'il ouvrit son téléphone, ce furent les messages. Des centaines, puis des milliers, venant de jeunes, de parents, d'étrangers, tous lui disant merci. Une lycéenne de banlieue écrivit « Vous avez montré qu'on peut se battre sans violence. Je veux être comme vous. » Un père de famille, immigré comme lui, confia « Mes enfants vous admirent et maintenant ils croient qu'ils ont le droit de parler. » Ces mots, plus que les manchettes, touchèrent Zidane au cœur. Il n'avait jamais voulu être un symbole, mais il comprenait que son histoire, celle d'un fils d'Algérien devenu icône nationale, portait un poids unique. Quelques jours plus tard, il reçut un appel de la mairie de Paris. Une conseillère, voix chaleureuse mais professionnelle, l'invita à une réunion avec des élus et des associations communautaires. « Votre voix pourrait changer les choses, monsieur Zidane, dit-elle. Nous voulons organiser des discussions sur la police et l'égalité et nous aimerions que vous soyez là. » Zidane hésita. Il n'était pas un orateur, pas un activiste. Il était un homme d'action, un stratège du terrain, pas des tribunes. Mais en repensant au visage de l'épicerie, la jeune femme au hijab, l'adolescent au téléphone, le vieil homme à la canne, il accepta. La réunion eut lieu dans une salle comble, où des militants, des habitants de banlieue et des responsables municipaux se pressaient. Zidane, vêtu d'un simple pull noir, monta sur l'estrade, un peu mal à l'aise sous les applaudissements. « Je ne suis pas ici pour faire un discours », commença-t-il, sa voix grave emplissant la salle. « Je suis ici parce que ce qui s'est passé dans cette épicerie, ça arrive tous les jours, à des gens qui n'ont pas ma chance, ma visibilité. On ne peut pas continuer comme ça. » Il parla avec simplicité, racontant son enfance à Marseille,
Les regards méfiants, les portes fermées, mais aussi les mains tendues, les entraîneurs qui avaient cru en lui. Il parla de la France qu'il aimait, celle qu'il avait portée au sommet, mais aussi de celle qui laissait trop de jeunes sur le bord du chemin. La police, dit-il, doit protéger, pas diviser. Et ça commence par écouter ce qu'on ignore trop souvent. Son discours, retransmis en direct, toucha des millions de personnes. Les associations locales, inspirées, lancèrent des initiatives, des ateliers dans les écoles, des formations pour les agents, des forums où les jeunes pouvaient s'exprimer. Zidane, sans le chercher, devint une figure centrale de ce mouvement. Il visita des centres communautaires, rencontra des adolescents dans les banlieues, joua au foot avec eux sur des terrains poussiéreux comme autrefois. À chaque rencontre, il répétait « Vous avez une voix, utilisez-la, mais faites-le avec respect, avec force ». Pendant ce temps, l'affaire Jacques Dubois suivait son cours. Une enquête approfondie révéla un historique de plaintes contre lui, ignoré par ses supérieurs. Il fut officiellement licencié et des poursuites pour abus de pouvoir et discrimination furent engagées. La préfecture, sous pression, annonça des réformes, une révision des protocoles de recrutement, des formations obligatoires sur la diversité et un système de signalement anonyme pour les abus. Ces changements, bien que modestes, marquèrent un tournant, et beaucoup y virent l'empreinte de Zidane. Mais pour lui, le vrai travail était ailleurs. Il lança une initiative personnelle, un programme de football pour les jeunes des quartiers défavorisés, où le sport servait de pont pour parler d'égalité et de respect. Lors d'un match amical, sous un ciel gris, il vit un garçon timide, d'origine malienne, marquer un but et courir vers lui, les yeux brillants. « Monsieur Zidane, dit-il, je veux être fort comme vous, pas juste sur le terrain. » Ce moment, plus que les médailles ou les trophées, donna à Zidane un sentiment d'accomplissement. Des mois plus tard, alors que l'affaire s'estompait des unes, son impact perdurait. Les vidéos de l'épicerie, devenues virales, inspiraient des débats dans toute l'Europe. Zidane, lui, reprenait sa vie, mais avec une différence. Il recevait des lettres, des dessins d'enfants, des invitations à parler. Lors d'une visite dans une école, une fillette lui demanda « Pourquoi vous n'avez pas eu peur face au pistolet ?» Il réfléchit, puis répondit « J'avais peur. Mais j'avais plus peur de me taire, parce que si je me taisais, je trahissais tous ceux qui comptent sur moi. » Cette réponse, relayée par un enseignant sur les réseaux, devint un mantra pour beaucoup. Zidane, en marchant dans Paris un soir, s'arrêta devant une fresque murale peinte par des jeunes. Elle le montrait, ballon au pied, avec les mots « La force, c'est la justice ». Il sourit, ému, mais ne s'attarda pas. Pour lui, le combat n'était pas fini. Il savait que la France, comme lui, était imparfaite, mais capable de grandeur. En rentrant chez lui, il trouva ses fils jouant dans le salon, riant aux éclats. Il s'assit, les observa et pensa à l'avenir. Il n'était pas un héros, juste un homme qui avait refusé de baisser les yeux. Mais dans ce refus, il avait planté une graine. Et déjà, elle germait dans les cœurs, dans les rues, dans une nation prête à se réinventer.